Alors, Maître Michelet, je crois que vous ne pouviez pas rêver d'une telle intervention avant vous, puisqu'ils ont abordé à peu près tous les champs qui sont possibles en matière de conflit. Mais premièrement, vous pouvez peut-être nous faire un point sur l'état de l'art aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes un professionnel qui intervenait et qui écrivait dans le domaine du droit social. Nous faire un point sur l'état de l'art. Nous parler aussi des jurisprudences qui naissent là-dessus. Je rappelle qu'une partie du débat sera consacrée à la jurisprudence, non, pardon, à la sécurisation de ces plateformes. Mais dans un premier temps, plaçons-nous du côté auto-entrepreneur, du côté travailleur, qui a modifié son rapport au travail et qui a accepté une autre forme de contractualisation. Maître Michelet, c'est à vous. Oui, merci. Effectivement, je suis très, on va dire, honoré d'avoir à traiter ce sujet, qui est tout d'abord un sujet d'actualité et qui, globalement, est la synthèse, pour ceux qui suivent la matière, la synthèse de thèmes récurrents qui reviennent depuis des décennies. Alors les noms changent avec les années. On a eu la problématique avec le portage, on a eu la problématique avec ce qu'on appelait les gérants intégrés. Et en fait, la difficulté, elle vient, on va le voir rapidement, parce qu'effectivement, on a un timing très serré, pour utiliser un terme anglais, et il faut faire court et essayer de faire précis, ou en tout cas d'être compréhensible. Alors, il a été indiqué dans cette description du thème qu'il y a une actualité juridique récente. L'actualité, elle n'est pas juridique, elle est judiciaire. Pardon de jouer sur les mots, mais on est juriste. Judiciaire dans le sens où il y a effectivement des décisions de justice qui sont des décisions rendues par des juridictions anglo-saxonnes qui, effectivement, sont, concernant Uber, en train de poser le problème de la requalification de travailleurs indépendants, self-employed, en workers. Et on assiste effectivement, que ce soit en Californie, qui est le siège social d'Uber, que ce soit à Londres, à une poussée, ce qui est un peu surprenant, poussée de la notion de salariat, de la requalification de ces contrats indépendants en contrats de travail. Alors, rapidement, je vais vous présenter une dame, vous avez été peut-être un peu vite, on va revenir en arrière. Je vous présente Barbara Berwick et je vous ai mis un extrait d'un article de The Economist qui en fait résume la question, qui dit que ce modèle économique en fait est adapté pour des populations, on va dire, à risque. Vous voyez, je crois qu'ils utilisent la formule insurgers, c'est-à-dire des gens qui sont en marge, des marginaux. Il faut savoir que Barbara Berwick était une activiste pendant les années 68 et elle a attaqué donc Uber pour la somme extraordinaire de mémoire de 3 880 $. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait appeler l'équivalence de notre inspection du travail, c'est le Labor Commissioner de San Francisco, qui le 16 juin 2015 a donc requalifié la relation qu'elle avait avec Uber en un contrat de travail pour la considérer comme étant une workers et pour appliquer un Labor Act avec la notion de wage, c'est-à-dire la notion de salaire. Le 18 août 2016, le District Court de San Francisco a annulé une transaction qui avait été signée entre 35 000 chauffeurs Uber pour un montant de 100 millions de $, qui était en fait une transaction pour mettre un terme à une class action. Et donc ce District Court de San Francisco a décidé de ne pas valider la transaction. Ça veut dire que elle ouvre le champ à un conflit. Alors, il est trop prématuré pour l'instant de parler de ce qui va arriver, mais en attendant, elle n'a pas voulu entériner, donner force à la transaction qui avait été conclue entre ses chauffeurs et Uber. Ça veut dire que derrière, nous passons en phase judiciaire. Alors, en France, le phénomène de l'ubérisation, qui est un terme qui avait été utilisé par Maurice Lévy dans une interview
l'ubérisation, ça a introduit la relation client-fournisseur. C'est ce qu'on vous décrit, ce qu'on vous explique. La plateforme est transparente. Elle met en relation ces deux personnes de manière à leur permettre d'avoir une activité professionnelle. En France, il faut savoir que l'Observatoire de l'ubérisation est en fait un sous-marin de la Fédération des auto-entrepreneurs, puisque Grégoire Leclerc en est le président et il fait un cumul de présidents entre les deux. Et son maître mot, ce qu'il souhaite, clairement, c'est d'obtenir une refonte du Code du travail. Il veut que l'on crée à part entière un statut particulier, et vous verrez, je l'aborderai dans ma conclusion, c'est un peu les interrogations que nous posons depuis de nombreuses années, qui ont été initiées en France. Je vais rendre hommage à mon cher confrère, à Jacques Barthélemy, qui est le gourou de la notion de para-subordination et maintenant de la notion d'activité professionnelle. On tourne autour de ces problématiques pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de définition. Alors, sur l'intitulé de mon sujet, pour aller vite, vous avez vu que j'ai fait un petit clin d'œil à Saint-Exupéry, qui est le poète universel, et qui, au détour de sa rencontre avec le Petit Prince, utilise une formule. Alors, cette lecture, elle se fait à tout âge, évidemment. On peut faire la lecture simpliste à son petit enfant de 4 ans, comme on peut faire une lecture un peu plus évoluée et se dire, mais c'est quoi ce voyage, effectivement, et cette traversée du désert. Bon, ceci étant, dans sa première rencontre avec le Petit Prince, je le lis en travers, c'est pas très beau ce que je fais, mais dans ce qui sera mis à disposition, vous aurez le texte intégral, mais je crois que vous le connaissez. Il dit « Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. » Pardon, je fais une lecture transversale. Suite à ça, le Petit Prince lui demande donc qu'il lui soit dessiné un mouton. Il dessine plusieurs moutons, un mouton malade, un mouton vieux, un mouton qui n'est plus un mouton, c'est un bélier parce qu'il a des cornes. Et finalement, que fait Saint-Exupéry, l'aviateur? Il décide une caisse. Et dans cette caisse, il y a des trous. Et la formule, et j'aurais terminé mon propos introductif, qui a peut-être été un peu long, le Petit Prince lui dit « Mais il est où mon mouton ?» Et l'aviateur lui répond « C'est ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » Et là, la formule qu'utilise Saint-Exupéry, je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est le clin d'œil que je fais par rapport au propos qui va suivre. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Or, on s'aperçoit, concernant cette notion de contrat de travail que l'on cherche, c'est une notion qui, du fait de l'absence de définition juridique, de l'absence de définition fixée par un texte, qu'il soit du Code civil ou du Code du travail, qui fait que nous avons une construction, nous les connaissons en matière sociale, mais nous avons une construction qui se fait à coup de jurisprudence, dont on arrive à dessiner maintenant les contours, mais en fait, au final, pour s'apercevoir qu'on est confronté à une évolution du travail qui fait que réduire tout au seul rapport salarié n'est plus envisageable. Alors, pour faire un peu de droit et de latin, puisque vous savez que les juristes, nous aimons cette langue morte, dite morte, pendant l'Antiquité, il y avait deux notions, mais je crois que quand on revient dans l'histoire, ça permet de comprendre ce que l'on fait maintenant. Dans l'histoire, dans l'Antiquité, il y avait deux types de travail. Il y avait le travail servile et il y avait le travail de l'homme libre. Le travail servile, c'était celui qui pouvait se vendre, qui était achetable, alors que celui de l'homme libre tendait à la création d'une œuvre. Pas très loin la notion d'artiste. Et c'est une notion que l'on retrouve dans la notion de locatio operarum par opposition à la locatio operis facendi. La operis facendi, c'est celle qui tend à la création d'une œuvre, alors que la operarum, c'est où on vend sa force de travail, operae. Jean Tirole résume bien la chose dans son économie du bien commun, où il dit que, certes, il existe
une opposition binaire entre ces deux notions de contrat de travail salarié, subordonné, et de contrat de travail dit indépendant, mais que, on le sait bien, le Code de travail ne s'intéresse que très marginalement aux autres types de relations de travail pour magnifier, sacraliser celle du travailleur salarié. Alors, il faut voir qu'en matière européenne, et d'où mon titre, Madame, c'était l'hommage que je voulais vous rendre, du titre aux relations de travail, il faut savoir qu'en matière européenne, il n'y a pas de définition du travailleur européen, puisque l'Union européenne laisse ça à chacune des législations internes, le soin de fixer sa définition. En revanche, la notion de relation de travail, elle existe. Elle est même déterminée comme étant le critère substantiel, mais sans pour autant bien en définir les contours. Alors, le contrat de travail, qui est le pivot d'interprétation par rapport à tout type de relation et surtout la tentative de requalification d'un auto-entrepreneur, puisque ici, dans le titre, on me dit que le statut des travailleurs des plateformes numériques est soumis au risque de la requalification en travail salarié. Je dirais que c'est plutôt ce travailleur-là qui, un jour, va décider de demander la requalification. Et cette requalification, elle est possible d'une part parce qu'il n'y a pas de définition du contrat de travail, et d'autre part parce que l'évolution de la jurisprudence fait que, donc je vais vous le faire très synthétisé, je voulais vous faire une synthèse de la jurisprudence, mais je ne la ferai pas, mais il faut savoir qu'en droit, d'une part, on part d'une notion de subordination que vous connaissez tous, mais cette subordination est une subordination juridique, on parle de dépendance juridique et non pas de dépendance économique. Ça, c'est un critère extrêmement important. Et vous verrez que c'est le fil conducteur des juges dans l'évolution de la jurisprudence. Nous avons assisté à une évolution de la notion avec celle de service organisé. Malheureusement, je passe très vite, vous l'avez compris, de service organisé, de faisceau d'indices, pour arriver au final à une cour de cassation qui maintenant dit qu'il convient d'apprécier les conditions de fait de la relation. C'est-à-dire que la qualification du contrat qui est donnée par les parties, en soi, elle n'a peu de portée. Vous connaissez cette notion, c'est le principe d'indisponibilité de la qualification du contrat de travail, ce qui laisse au juge la possibilité de requalifier le contrat de travail au vu de la façon dont la relation se développe. Et donc ce que le juge va essayer d'identifier, si cette relation de travail, et c'est réellement maintenant la terminologie qui est retenue, cette relation de travail est contrainte. Et c'est ce que le juge doit interpréter pour permettre la requalification au contrat de travail. Alors, les risques, pour essayer de tenir ce timing à marche forcée, pour la personne qui travaille avec un auto-entrepreneur. Vous aurez à disposition, chers étudiants que j'adore, des panoramas de jurisprudence avec toute cette évolution de manière très précise et argumentée et avec les extraits de texte, parce que raccourci comme ça devient une caricature. Mais 3 risques pour celui qui met en place une plateforme. Un 4e à la lecture de ce que j'ai entendu, mais qui n'est pas le propos d'aujourd'hui. Requalification du contrat dit d'entreprise en contrat de travail, avec les conséquences de salaire, les conséquences de congés, d'heures supplémentaires, bon, tout le dispositif protecteur du travailleur salarié peut remonter à la face de la plateforme numérique. 2e risque, mais par d'autres, ça viendrait du salarié, c'est-à-dire celui qui vous a toujours aimé, un jour n'en peut plus parce que vous lui avez mal parlé, parce que vous l'avez différencié, et il vous attaque pour demander ces choses-là. 2e risque, là c'est une autre personne, c'est l'URSSAF qui vient vous chercher pour avoir des cotisations sociales. 3e risque, et le plus sérieux, qui est la bombe atomique à double tranchant, c'est le travail dissimulé. Parce que le travail dissimulé vous permettra de gagner à tous les étages. Vous permettra, d'une part,
de mettre à genoux l'employeur dans le cadre d'une procédure pénale, avec ce que ça représente en termes de condamnation à une peine. Alors pour une personne morale, c'est une peine d'amende qui peut monter jusqu'à 225 000 €. Mais derrière, vous avez toutes les condamnations annexes sous le contrôle de madame, que je ne citerai pas, mais toutes les condamnations annexes d'interdiction d'accès à un marché public, bon, etc. Et surtout, en matière de travail dissimulé, le double effet qui se coule pour le salarié, c'est qu'il va obtenir la requalification de son contrat de travail, avec tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, mais derrière, à partir du moment où il arrive à démontrer, alors le critère évidemment, et c'est pas gagné, hein, la difficulté technique, ça va être de démontrer le caractère intentionnel de l'employeur, de dissimuler l'activité. Bon. Alors est-ce que le fait de ne pas établir les bulletins de salaire, c'est le caractère intentionnel, bon, etc. On ne va pas passer en revue la jurisprudence, mais tout ça pour dire que la conséquence derrière, c'est que ça entraîne un risque de condamnation de celui qui se ferait requalifier en employeur à des dommages et intérêts dont le minimum syndical sont 6 mois de rémunération brute, ce qui veut dire que ça fait très mal, mais il peut y avoir aussi une garantie solidaire de paiement de charges sociales vis-à-vis des organismes sociaux. Si vous me laissez en quelques mots, simplement... Moi, je vous laisse la nuit. Hein. Moi, y a aucun problème. Non, je sais que vous ne le laisserez pas. Il va falloir sacrifier le cocktail, ils vont hurler. La deuxième partie du débat, ce serait indigne. Maître, à vous. En 3 minutes, grand maximum. Non, même pas. Ce que je voulais dire en termes de conclusion. On a une difficulté qui est l'absence de définition. Par rapport à ça, on a une construction jurisprudentielle qui maintenant tend à devenir, même si je ne vous ai pas fait ce panorama, stabilisée avec l'appréciation des conditions de fait et l'aspect contraignant de la relation de travail avec le travailleur, on va dire. Bien évidemment que l'on sait, puisque quand j'ai été sollicité pour ce sujet, on m'a dit on cherche un avocat qui défend des entrepreneurs pour obtenir une requalification. J'ai dit ben là vous allez chercher longtemps parce que pour l'instant on n'est pas dans ces, pour l'instant tout nouveau tout beau, mais il va falloir 1 à 2 ans. Sous le contrôle de Madame le conseiller de la Cour d'appel, je ne pense pas qu'actuellement on ait 2 procédures concernant ce point-là. Bon. Mais ce que je sais, c'est que j'ai été sollicité par des personnes comme eux qui se posent ces questions, de dire quel est mon risque. Parce qu'un entrepreneur, quand on a l'avantage de défendre des salariés et des employeurs, c'est l'appréciation du risque. Et donc, bien évidemment, tout ce travail, on le fait. C'est tout l'intérêt de la profession d'avocat, c'est qu'on est totalement schizophrène. On peut défendre un salarié comme on peut défendre un employeur. Sauf certains cabinets, mais... mais je le tacle, mais je vais rendre hommage à son cabinet, en tout cas à son fondateur. C'est que c'est vrai que Jacques Barthélemy a posé depuis longtemps, ça a été son cheval de bataille, et c'est ma conclusion, la question de la parasubordination. On sait que cette parasubordination, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, a des développements autour de la notion de contrat de projet, autour de la notion du travailleur autonome indépendant. En Allemagne, là, par contre, je suis complètement hermétique à la langue allemande, donc j'ai plus de difficultés à rentrer sur la question. Mais on tourne autour de cette notion. Nous, en France, ce qu'on a cherché à faire, c'est qu'on considère qu'on a un modèle qui est le contrat de travail salarié et on cherche à assimiler les salariés. Et on sait que cette fameuse 7e partie du Code du travail, elle grossit à vue d'œil petit à petit, où on nous fait rentrer de nouvelles populations de manière à leur donner la protection du contrat de travail. Jacques Barthélemy dit il faut abandonner avec ce modèle. Il faut partir sur la notion d'activité professionnelle et définir des différents niveaux. Et avec ces différents niveaux, on va définir des protections différentes. C'est-à-dire qu'on aura des conditions de travail qui seront différentes avec des niveaux de protection différents. Ça veut dire qu'on sort de cette relation, de ce pivot qui est le contrat de travail salarié et qui perturbe tout dans les relations avec les salariés. Je finis par une phrase de Karl Marx qui disait qu'il était nécessaire d'abolir le salariat,
du fait qu'il crée une relation qui était tronquée dès le départ, où le combat des salariés était la recherche d'un salaire pour un travail équitable, alors qu'il fallait partir sur un autre paradigme. N'oublions pas, et c'est mon point final, que il y avait une notion qui était très intéressante du XIXe siècle, si je ne me trompe pas, de Gustave de Molinari, qui est à l'origine de la création des bourses de travail et qui, lui, considérait que le travail était une marchandise. Et qu'à partir de ce moment-là, il fallait qu'il y ait des lieux, des plateformes, sur lesquelles pouvait s'échanger cette matière-là et où les prix fluctueraient en direct avec les employeurs. Je crois que c'est un petit clin d'œil vers les plateformes. Bien. Il peut y avoir une dynamique qui serait effectivement Merci, cette maître. marchandise. Merci. Pardon, Je crois.